Il a été... On n'a pas la version originale ici. Ah si, j'ai pas la version anglaise. Non, moi non plus. Ah ouais. Toi non plus? Non, j'ai que de version française. Bah, déjà que Paul-Éric Mondron, qui a édité ce bouquin, nous l'a envoyé en retard. Oui. Alors l'anglais de George Barton de Vertebrate, lui aussi. Ils sont tous... c'est dans... c'est l'histoire du Covid, ça. Hein. Oui, c'est le post. C'est pas... Et sinon, le livre, il parle de quoi? Alors, ton livre. Oui. D'abord le titre. Comme ça, on saura de quoi tu parles. Le titre en anglais, actuellement, c'est Structured Chaos. Par contre, le titre de travail, le working title en anglais, c'est History of Failure. Voilà, il veut dire que la version française, en fait, on a repris le titre que Victor avait écrit, et c'est une histoire d'échec. Voilà. Là, en anglais, ils ont choisi un titre un peu plus ronflant. Mais nous, avec Paul-Éric Mondron, on a préféré garder le titre qu'avait eu dans sa tête Victor, pour rester fidèle à son livre, à ce qu'il raconte. Oui. On a rajouté, pour rajouter l'histoire chaotique de ta vie, la vie chaotique d'un alpiniste. Oui. Une vie chaotique, c'est ce qu'il dit, mais une vie bien remplie. Hein. Comme alpiniste, bien remplie. Hein. Le reste, ça, c'est ton problème. Hein. Je ne vais pas me mêler de ta vie privée. Hein. Hein? Viens que t'en parles un peu là-dedans. C'est une petite collection des histoires. Chaque chapitre, c'est une petite histoire d'échec. C'est comme je suis... j'ai un chapitre où je suis nul en plusieurs des sujets. Je suis nul en rugby. Ah oui, en rugby, il n'est pas bon. Nul comme marin. Ah oui, comme marin, c'est pas terrible. Nul comme architecte. Ah, ça, comme architecte. Non, tu dis ça, mais c'est pas vrai. Et la plupart de mes experts... C'était pas terrible. Non, c'est pas terrible. Non. Mais comme alpiniste, t'es pas mauvais quand même. Comment? Comme alpiniste, t'es pas mauvais. On essaie... J'ai l'habitude de tenter les choses trop dures pour moi. Oui, d'ailleurs, mais ça c'est vrai que c'est dans ta nature, parce que quand il commence au début de sa vie. Il est d'origine, pas britannique, hein, il est d'origine kazakh plutôt que russe, non? Ton père. Non, mon père, c'est ma mère. Ah, c'est ta mère qui était... C'est ma mère qui vient de Sibérie. De Sibérie, ah oui, d'accord. Et la prime jeunesse, tu l'as passée en Malaisie. Oui. Voilà. Oui. Et ensuite, tes parents t'ont envoyé en Écosse. Et t'es devenu écossais. Oui. Hein? Et ton père a changé de nom pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Hein? Oui. Avant, il s'appelait comment? Parce que tu ne le dis pas dans le livre, son nom. Si? Après, non, j'ai écrit un peu de son biographie. Un peu de sa biographie. Mais pour lui, la période la plus vivante de sa vie, c'est dans la guerre. C'est pendant la guerre. Et c'est là où il a pris le nom de Sanders, parce que son nom était trop long. Non, c'est pas trop long. Salushin, c'est un petit nom. Ah ben alors pourquoi ils lui ont demandé de changer son nom? Parce qu'il vient d'Allemand. Il fait partie de l'armée anglaise. Anglaise, oui. Et s'il est attrapé par les Allemands, Ah oui. Donc ils lui ont demandé de changer son nom pour des raisons de sécurité pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il a fait des opérations de commando. Oui, hein? comme commando. Mais comme tous les Allemands, même avec les origines, comme tous les Allemands qui fait partie de l'armée anglaise, même s'ils ont leur origine juive, il a dû changer le nom. Non, c'est ça. Oui, d'accord. Et ça parle un peu de montagne, le livre aussi, hein. Alors, oui, mais oui, ça parle de montagne quand même, hein, beaucoup. Mais ce qui est bien, c'est que ça parle pas que de montagne. Oui. Hein? Moi, en fait, mon père, il était alpiniste aussi. Un peu. Oui, mais c'est pas lui qui t'a appris à grimper. Non.
Non, je grimpe depuis mon père. En dépit de mon père, oui. En dépit de ton père. Oui, de mon père. Parce que lui, il est trop... comme mon père, il était trop agressif avec ses enfants. Alors, il parle de son métier de guide aussi, à un moment donné, où il raconte toute une série d'anecdotes comme guide. En montrant aussi les difficultés du métier en termes de maîtrise de ce qu'on fait. On prend maîtrise, entre autres, météo. Il raconte l'accident et la mort d'un de ses amis très proches dans l'accident qu'il y a eu au Mont-Maudit il y a 8 ans maintenant. Oui. Hein 2012. 2012, il y a 9 ans. C'est un mec on a fait des experts avec il y a 31 ans. Voilà. Donc il ne raconte pas que des choses qui se sont terminées bien. Mais la plupart du temps, comme il est toujours vivant, c'est que ça se termine quand même bien. Y compris une expédition avec Andy Parkin au Shamsen, au Pakistan. Où là, elle raconte un peu cette histoire, parce que lui, il s'en souvient, Andy, parce qu'il a eu la peur de sa vie, là. Enfin, une des peurs de sa vie, parce qu'il en a eu plusieurs. Oui, ils sont pris par le souffle d'une avalanche. Une énorme avalanche qui est tombée des fassements du Kangri. Oui, mais l'avalanche est arrivée au moins 1 kilomètre à l'autre côté d'une glacière. Le souffle d'une avalanche qui était à plus d'1 kilomètre de là où il bivouaquait, campait. Et le souffle, il a pris le tente d'Andy et il est sorti dessous notre tente et il est plongé dans un crevasse avec en fait c'est ma tente, il a tracé ma tente. Sa tente. Et on a dû faire un sauvetage dans le milieu de la nuit, dans une tempête. Là, je peux lire un petit passage d'ailleurs de ce qui s'est passé au Shamsen, parce qu'il y a un truc rigolo avec Andy. Alors, une fois qu'ils arrivent, ils descendent, et puis c'était la ville la plus proche, c'était Leh, c'est ça, à Leh. Et donc, et ils avaient un téléphone satellitaire qui, au Pakistan, était totalement interdit. Donc, ça va mal se terminer, d'ailleurs, l'histoire. Et là, l'armée de l'air déposa Andy à l'hôpital militaire qui dessert la zone du Siachen. Et le jour suivant, il l'emmenait à l'hôpital de Leh. Dès qu'elle vit les radios, l'équipe médicale voulut envoyer Andy à Delhi pour une intervention chirurgicale en urgence. Alors ça, c'est Andy qui parle. Quoi? Mais pourquoi? Votre coude, il est salement brisé. C'était il y a 30 ans. C'est comme cela qu'il doit être. Il y a aussi votre hanche qui a besoin d'être réparée. Niet! C'était comme ça il y a 30 ans aussi. Andy devint un cas déroutant d'exhibition médicale. Les médecins disaient qu'ils n'avaient jamais vu un corps aussi fracturé qui fonctionnait encore. Ça, nous, ici, on le voit, parce que quand il marche toujours de travers. Oui, c'est une boîte. Oui, comme une boîte. Et après, ça m'a failli mal se terminer avec cette histoire, parce qu'évidemment, comme ils ont appelé le secours, et qui était fourni par l'armée de l'air pakistanaise, eh ben, oui, en parlant, on montre qu'on a de satellites interdits. Voilà, donc à un moment donné, il y a les flics qui viennent le chercher, qui le présentent à une juge. Et là, je vais vous lire encore un petit passage. Alors, Leh avait de solides liens avec la culture tibétaine. Le ladakhi est un dialecte du Tibet. Dès lors, il n'était pas surprenant que le juge du district soit une femme d'âge moyen, en habit tibétain. Son accent indien était impeccable, et toujours avec cet accent, elle s'adressa à moi avec condescendance, comme si j'étais une sorte de criminel juvénile complètement idiot. Alors, monsieur Sanders, vous avez menti au sujet de votre téléphone satellitaire. Mais il s'agissait d'une urgence, votre honneur. Elle me coupa la parole abruptement. Cela n'a rien à voir ici. Et elle continua de même. Vous avez lu les affiches à l'aéroport? Oui. Si je ne me trompe pas, vous comprenez l'anglais? Oui, mais pas de mais, monsieur Sanders. Vous avez sciemment convenu à nos lois, c'est un acte criminel. Alors, je passe un peu. Nous allons vous accuser, selon l'acte du Télégraphe de 1885, pour violation de l'article 4.20, qui implique une condamnation impérative. Oui,
J'étais tout oreille. De 3 ans de prison. Elle attendit que je digère cette nouvelle avant de continuer. Mais nous n'allons pas vous accuser d'après l'article 420. Nous allons nous fonder sur d'autres articles qui impliquent une amende. Vous comprenez? Oui, dis-je tranquillement. Vous allez écrire une confession et nous allons traiter votre cas immédiatement. Sinon, vous serez envoyé à Delhi pour un procès. Je compris aisément que plaider non coupable n'était pas une option. Les cours de justice de Delhi ont une très longue liste d'attente. Il pouvait se passer des années avant que mon cas soit jugé. Ma seule crainte était que la juge revienne sur sa parole et la transaction proposée. Je n'aurais pas dû me faire de soucis. Elle tint sa parole à la lettre. Mon amende fut fixée à peu plus de $30. Mais 1885, n'est-ce pas la loi britannique, lui demandai-je? Oui, tout à fait. Elle se tourna vers son greffier, lui dit quelques mots en ladaki pour confirmer que j'avais payé mon amende. Se retournant vers moi, elle continua. Merci d'avoir payé si promptement. Nous n'inscrirons pas le jugement sur votre passeport. Vous êtes à nouveau le bienvenu en Inde. Mais s'il vous plaît, n'enfreignez plus la loi. Et j'étais libre. Voilà. Donc il y a beaucoup d'histoires de ce genre. Hein, beaucoup d'anecdotes. Il est très fort dans les dialogues. Il fait parler ses amis. Il fait parler les porteurs pakistanais. Hein, tu fais parler pas mal les gens. Donc c'est très vivant. C'est très vivant. Pour moi, le dialogue, pour moi, le dialogue, c'est très important. C'est presque plus important que le narratif. Tu dis en français narratif, non? Oui, narratif, que la narration. Oui, bien sûr. Narration. J'essaie d'écrire un peu comme un film, avec des scènes, des scènes et des dialogues. Des scènes et des dialogues. Et il sait choisir, des sujets tout à fait originaux pour ses dialogues. Je vais vous leur lire un petit peu. À un moment, quand il était encore jeune, il revint en Malaisie sur les traces de son enfance, et comme il n'avait pas d'argent, pas de pognon, il rentre par bateau, ou alors là, il est embauché comme aide-graisseur. Alors aide-graisseur, moi je le sais, parce que j'ai été aide-graisseur sur sur un pétrolier, un pétrolier moyen qui fait du cabotage en Méditerranée. Donc je sais très bien, c'est le dernier des postes à l'intérieur d'un bateau de commerce. Hein. Donc mais là au moins, il ne payait pas son voyage. Il a mis un temps fou pour rentrer en Angleterre, et d'ailleurs à la fin il a dû prendre un avion, hein, parce que ils allaient faire du cabotage, ça veut dire qu'on prend des marchandises, qu'on va livrer ailleurs, puis on retrouve... alors là, il est copain il fait copain avec l'équipage, et entre autres un graisseur. Hein, donc il y a le graisseur, puis le graisseur, qui était d'origine pakistanaise, malaisienne. Non, en tout cas, c'était... Ali. Ah oui, ou Maroc ou... un Maroc, un musulman, en tous les cas. Alors, une semaine plus tard, des oiseaux apparurent à l'horizon. Galapagos, me dit Ali. C'était notre pause de la matinée, l'albatros nous avait quittés, mais les dauphins jouaient toujours autour de la proue. L'océan était si immobile qu'il avait l'air en béton. Nous nous penchâmes au-dessus de la proue pour regarder les marsouins et parler de notre vie de retour chez nous. Ali me parla de son quotidien à Agadir. « Et vous avez des problèmes de drogue ?» lui demandai-je. « Oh non, drogue, pas du tout problème. » Il sourit et rajouta. « C'est comme ça. Tu vas à la pharmacie, le mec te dit « Quel type de drogue voulez-vous ? Vous savez pas ? Je vous montre. » Il vous ouvre sa remise. Il y a homme qui pleure, homme qui réfléchit, homme qui dort. Et il te dit « Quelle espèce d'homme vous êtes ? » Facile, tu vois, pas de problème, drogue à Agadir. Voilà. C'est plein de... Dans ces dialogues, c'est bourré d'anecdotes très vivantes, quoi. Hein ? C'est pas des dialogues pour ne rien dire, quoi. C'est des dialogues qui l'ont marqué et qui montrent bien les personnages dont il parle. Hein. Et il était comme ça. Rien à inventer. Alors de temps en temps, il y en a avec des filles, mais ça, il faut laisser au lecteur découvrir. Il y a quelques histoires avec des filles qui sont à Londres, qui sont assez, quand tu étais encore étudiant en architecture, qui sont assez drôles. Mais il y en a une qui m'a beaucoup plu, et c'est la première fois que tu rencontres Mick Fowler, ton copain et compagnon de cordée. Alors, évidemment, comme d'habitude avec les Anglais, ça se passe dans un pub. Là, c'était un pub auquel ils étaient très habitués, qui s'appelait Le Globe. Enfin bref, il arrive.
Et voilà, je vous fais lire un extrait. Les yeux plissés, tentant de percer l'obscurité, je remarquai un jeune homme aux cheveux ébouriffés, appuyé au bar, qui devait avoir une vingtaine d'années. Charlène la Bermède lui faisait face. « Qu'est-ce qu'il vous faut ?» demanda-t-elle. « Une pinte de bière la moins chère. » Se tournant vers moi, souriant à sa propre plaisanterie, il me lança. « La moins chère est toujours la meilleure, vous savez ?» Et il se donna une petite tape sur le nez. Ça, c'est un truc à toc de Mick. Et plusieurs personnes m'avaient conseillé de grimper quoi que ce soit de sérieux avec Mick Fowler, en me disant des trucs comme « Il n'aime que le rocher pourri, je n'irai nulle part avec lui si j'étais toi. » Peut-être était déjà un peu ivre, peut-être était déjà atteint du syndrome de Gilles de la Tourette à l'envers. C'est une maladie des tics convulsifs, la maladie de la Tourette. Toujours est-il qu'au lieu de répondre par des jurons, je lâchai malencontreusement une réponse encourageante. Alors, quand Mick m'apprit qu'il avait perdu son compagnon de cordée avec lequel il comptait aller grimper au Ben Nevis la semaine suivante, et qu'il me demanda si je voulais le remplacer, j'aurais dû lui dire « Tu peux crever ». Au lieu de ça, je laissais échapper « Oui, bien sûr, où est-ce qu'on se retrouve ?» Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à grimper, et ils ont fait, en particulier en Écosse, et ils ont fait beaucoup d'escalades en Écosse tous les deux. J'étais en accord, en erreur. Mais tu devrais lire toi-même ta traduction. Non, oui, non, c'est bah, bon, si. c'est mieux que... Non. Moi, comme avec mon accent anglais... C'est très bien ton accent anglais. Non, c'est une catastrophe quand je parle français. À moi. Donc tu le conseilles, ce livre? Ça fait mal à pour moi, c'est un des... Oui, c'est un des... J'avais déjà traduit un livre que j'avais conçu en mélangeant des textes de Mick Fowler. Hein. C'était les Himalayas, les tribulations de Mick et Vic. Et déjà, j'avais été impressionné par impressionné par le style très original et très vivant, et la façon très vivante de raconter des histoires de montagne de Mick. Mais celui-là, il s'est encore amélioré. Alors il m'a appris d'ailleurs qu'entre-temps, il avait suivi des cours de rédaction à Banff, à l'école. Il y a 5 ans, il y a 5 ans, Eric mélangeait. Qu'est-ce que le mot en musique, un mash-up, quand tu ajoutes, c'est le nom en anglais, on dit mash-up. Quand tu ajoutes une c'était une histoire écrite à deux mains. C'est-à-dire c'est les mêmes récits sur les mêmes escalades, donc les mêmes aventures, que j'ai rassemblées en mélangeant, mais en indiquant qui parlait. Hein. Donc quand c'est Mick, on sait que c'est Mick, quand c'est Victor, on sait que c'est Victor. Et les deux textes, racontant pourtant la même aventure, ne sont pas tout à fait les mêmes et enrichissent l'un et l'autre. C'est-à-dire, ils sont très différents comme bonhommes, ils sont vraiment très différents, ils s'entendent à merveille, et l'ensemble des deux fait une force supérieure à chacun de... Et c'est pour ça qu'ils sont aussi bons quand ils sont ensemble en montagne. Et je pense que c'est un bon exemple de montrer comment une cordée la force d'une cordée par l'association de deux personnalités qui se complètent et pourtant qui ne racontent pas tout à fait la même chose. Mais l'autre résultat de ce petit bouquin, c'est après une trentaine ans, Mick et moi, on avait envie de faire des expés ensemble à nouveau. Voilà, ça y est, en plus ça leur a donné le goût. Ça leur a donné le goût de regrimper ensemble. Ça fait 20 ans que vous ayez pu grimper. C'est comme on reconnaît un ancien ami. Voilà, ils se sont retrouvés grâce à ce livre qui a été publié par Catherine Destivelle, donc en français. Et grâce à ça, ils se sont retrouvés, puis aussi fait que l'année suivante, ils sont allés faire une première en Himalaya. Hein? C'est bien, puis depuis, ils ont continué. Et puis alors, je dirais une chose pour la version française,
j'ai eu une grande chance de trouver une jeune femme remarquable pour me corriger. Ah oui. Le français, hein. C'est une femme qui ne connaît pas du tout l'anglais, c'est une spécialiste du russe. Et là, pour ça, parce que comme elle connaît rien à la montagne, mais elle appréciait l'esprit et l'écriture de Victor. Donc elle m'a... Oui, bien sûr. Et comme elle comprend très très bien le russe, c'est une traductrice, elle fait des traductions russes, elle est spécialiste de la littérature russe, et elle est une correctrice, elle fait aussi des rédactions pour les dictionnaires, et elle est une remarquable correctrice de style. Donc là c'est elle m'a permis de faire une traduction qui respecte à la fois l'esprit, mais aussi l'originalité du style de Victor. Donc j'ai remarquablement bien travaillé avec elle, et là, à mon avis, les lecteurs français ne seront pas déçus, mais j'ai pas amélioré ton anglais. J'ai été fidèle, j'ai fait en sorte qu'on soit fidèle à l'esprit et à la lettre. Ah oui, Absolument. Absolument. J'ai beaucoup elle est de Marseille. Ah ouais. Je l'ai connue. Un peu les passages de sa vie, mais pas énormément de détails, c'est pas vraiment une biographie, mais des moments clés de sa vie. Alors il y a sa sortie de sa jeunesse à l'école, où il joue au rugby, et alors ils le mettent comme demi-mêlée parce qu'il a un gabarit, il fait la moitié du poids de ses copains, encore aujourd'hui. Hein, bon. Et là, il en prend plein la gueule, donc il décide de jouer aux échecs. Hein. Donc il y a un peu le sortir, il raconte des copains qu'il rencontre, puis il se retrouve à Londres pour son école d'architecture, et là, c'est là où il commence vraiment à grimper, et c'est sur les murs, pour les Londoniens qui n'avaient pas de voiture, tout ça, c'est sur le long des canaux, où il y a beaucoup de canaux à Londres, et là, il grimpe sur les murs de bâtiments. Hein, donc c'est là où il apprend à grimper. Et la première véritable escalade, ça se passe au Avon Gorge. Ouais. Alors, il connaissait rien, donc avec son copain, ils vont c'était le Youth Hostel Association, qui avait un magasin où ils vendaient du matériel d'escalade, mais pas grand-chose, mais du matériel d'escalade. Et là, il achète une corde, un mousqueton, un baudrier, puis il se retrouve au pied des falaises du Avon Gorge. Il ne savait pas quoi faire, mais il tombe sur un mec qui dit « je t'emmène hein ». Et il a commencé là. Donc il y a les débuts, et puis il y a des escalades. Alors après il y a un peu l'Écosse, il raconte quelques escalades qu'il fait en Écosse, donc de glace, où il apprend à manipuler le piolet avec dextérité. Et puis il y a quelques aventures en particulier très très rigolotes, comme sur les falaises, c'est les falaises pas de Douvres, mais les falaises crayeuses dans l'arrêt du à côté de Douvres. Hein. Et il a fait avec son copain, alors je ne sais pas combien de temps ça a duré, dans le bouquin j'ai dit, mais sur plusieurs mois. Oui, sur 3 mois, non. Ils ont fait la plus longue traversée d'une falaise crayeuse en Angleterre. Ça, c'est à son actif. Hein. Oui, petit, on arrive petit à petit. À l'émêler. Voilà. Ils ont mis presque 3 mois pour faire ça, chaque week-end, évidemment. Donc, il y a ces premières escalades. Il y a une première grande voie qu'il fait très jeune avec un copain très, très costaud. En tout cas, c'est un athlète physique, là, avec Laguerre. Comment il s'appelle déjà ton copain à Laguerre? Oui, Toi aussi, tu n'as pas oublié son nom. Lequel? Le copain de... Your friend. Oui, mais lequel? Celui avec qui tu as fait la fausse nord de la guerre. Ah oui, c'est... Ouais. Stevie Aston. Ah, Stevie Aston, voilà. Qui est pas un gars peut-être connu ici, mais qui est un gars très très fort. C'est un gars qui a ouvert des voies en 8 par la suite. Un type très athlétique. Hein. Oui, on a fait la guerre avec Aston. Alors il y a quelques trucs classiques. Moi, lui, il avait une vingtaine de ans. Et moi, voilà, toi t'en avais 26, 27. 27, voilà. Lui était tout jeune. Oui. Ouais. Donc il y a des voix classiques qu'il fait. Ensuite il raconte, à un moment donné tu racontes
toute une période de ton début comme guide de montagne. Hein. Là, il y a toute une série de petits récits où il donne son expérience de guide. Hein. Voilà. Alors, tu as quelques expéditions en Himalaya. Hein. Oui, après, oui. Oui. Mais c'est des sélections. Mais c'est une progression. Et c'est une progression. Des petites histoires qui donnent... c'est pas trop continu, mais c'est des petites histoires qui, ensemble, montrent une progression. Mais par contre, chaque chapitre, on peut relire tel quel. Oui, exactement. Oui, chaque chapitre est une histoire en elle-même. Oui, chaque chapitre. Mais c'est vrai que c'est un enchaînement. Oui. On voit bien que tu as... Oui, ça, j'essaie de faire un enchaînement d'expériences qui chaque fois exactement. Donne un peu plus de la vérité, entre autres, du métier de guide, hein, ou d'alpiniste. Et finalement, il y a des chapitres qui agitent de gestion de risque et comment on grimpe avec des amis dans les endroits les plus sérieux avec les amis avec qui il faut avoir des confiances totalement totale confiance. Et moi, j'ai dans les endroits, les escalades, les expés les plus sérieux, j'ai grimpé avec pas beaucoup de personnes, jusque 4 amis, presque dans tous, avec Mick, avec Andy Parkin, 3 fois avec Andy, plusieurs fois avec Mick, Steve Soustad et Venables, oui, pas beaucoup. J'ai juste une petite... et un peu avec Ben Tibet, qui a fourni l'image de couverture de la version anglaise et aussi de la version française. Ouais.